Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo des Neurovisibles. Je suis Ilona Coutenier, étudiante en neuropsychologie de l'enfant. Aujourd'hui, nous faisons cette première vidéo dans le but d'échanger sur divers sujets autour de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons aborder le TSA, trouble du spectre de l'autisme, et pour cela, nous accueillons Clémentine. Je vous laisse vous présenter, Clémentine. Oui, donc moi c'est Clémentine, je suis maman d'une petite fille autiste de maintenant 6 ans qui s'appelle Lola. Avant de commencer, une petite définition. Le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par un déficit dans la communication et les interactions sociales, ainsi qu'un caractère restreint ou répétitif des activités, comportements ou centres d'intérêt. La notion de spectre est importante ici. Elle souligne la diversité des manifestations de ce trouble. Ainsi, chaque personne porteuse d'un TSA est unique. Il faut donc faire attention de ne pas faire de généralité. Donc pour commencer, est-ce que Clémentine, vous serez d'accord de parler un peu des premiers signes qui vous ont interrogé sur le développement de Lola quand elle était petite ? Bien sûr. Donc Lola est une troisième enfant, donc elle est troisième d'une fratrie. On a très vite noté des signes de différence, du moins des particularités dans son développement, des choses qui nous ont d'abord alertés et puis très vite inquiétés. Notamment dans la communication. C'était une enfant qui ne regardait pas dans les yeux, qui ne babillait pas, qui ne cherchait pas l'interaction ni avec nous, ni avec son frère et sa sœur. Elle ne pleurait jamais, elle ne demandait pas pour avoir le biberon, elle ne demandait pas pour être changée. Enfin voilà, c'était une petite fille assez apathique. Du coup, suite à ça, vous vous êtes orienté peut-être vers un médecin, un pédiatre ? D'abord, on s'est orienté vers notre pédiatre qui, dans un premier temps, a émis une suspicion de surdité. D'accord. Voilà. Donc ça a été la première investigation que nous avons fait pour Lola, c'était de vérifier qu'elle entendait bien. Et elle entendait bien. Donc c'était une petite fille, comme je le disais, qui pointait pas du doigt, qui babillait pas. À l'heure où les autres enfants de cet âge-là commençaient à dire leurs premiers mots, elle était totalement muette. Donc une fois la piste de la surdité écartée, on savait qu'on se dirigeait vers un handicap neurodéveloppemental. On a tout de suite pensé au TSA. Et ce qui est drôle, c'est que nous avons pensé au TSA avant les médecins. Ok, et c'était suite peut-être à des informations sur Internet ? C'est ça, comme tout parent inquiet, hein, on a ouvert Google et on a tapé les symptômes de notre enfant parce que ça apparaissait vraiment comme des symptômes pour nous, absence de langage, voilà, et tout de suite c'est l'autisme qui revient en premier. D'accord. Et le parcours diagnostique s'est passé comment ? Il a été long. Alors, elle a été diagnostiquée précocement, mais il a été long parce que entre le temps où nous avons commencé à alerter et le temps où le diagnostic a réellement été posé, il s'est passé 1 an, donc ce qui nous apparaît quand même très long. Oui. C'est quelle structure, si vous pouvez en parler ? Alors, dans un premier temps, on a été dirigé vers un CAMS qui ont fait un petit peu d'observation et ensuite le bilan d'autisme a été posé au CERA. D'accord. Et comme elle était toute petite, elle a été prioritaire. Pour les personnes qui ne connaissent pas, le CAMS, c'est le Centre d'accueil médico-social précoce. Il y a toute une équipe pluridisciplinaire où on peut amener notre enfant si on a des interrogations sur certains symptômes, sur les troubles des apprentissages également. Même s'il a une maladie génétique, ils peuvent nous aider à accompagner au mieux l'enfant. Et le CRA, c'est le Centre Ressources Autisme. Donc là, il faut vraiment être dirigé par une équipe pluridisciplinaire avec différents bilans qui permettront de poser ou non le diagnostic de l'autisme. Au moment de l'annonce diagnostique, est-ce que ça a été peut-être pour vous plutôt un soulagement ? Exactement. Oui. Ouais. C'était ça posé a été un mot. plutôt un soulagement parce que même si on était pratiquement sûr que notre fille était autiste, on n'en avait pas la confirmation et même pour l'entourage, pour l'acceptation. Je pense que c'est important que les mots soient posés, pouvoir dire voilà, on n'est pas fou, parce que c'est un peu ce qui ressort en tant que parent, l'impression d'être un peu fou, de voir des signes, parce que c'est vrai que l'entourage, je pense, se veut toujours dans un premier temps rassurant, en disant mais chaque enfant a son rythme, et puis tout le monde connaît quelqu'un qui a un enfant qui a parlé tard, ou voilà ce genre de choses. Et je pense que c'est par amour aussi que
les proches tiennent ce discours-là, ils veulent rassurer, parce que c'est pas facile d'avoir en face de soi, je pense, un parent qui est très inquiet. Du coup, quand les mots sont posés, c'est vraiment important aussi pour les parents, se sentir légitime aussi. Et puis ça ouvre la porte aux prises en charge et à l'aide dont on a besoin en fait. Justement, par rapport à l'accompagnement qui s'en est suivi, est-ce que vous pouvez un petit peu en parler? Oui, nous on a eu beaucoup de chance. J'estime vraiment qu'on a été des parents chanceux et Lola surtout une petite fille chanceuse parce qu'elle a pu accéder à une maternelle autisme, donc une classe UMA. Il y a très peu de place. Et du coup, ça lui a permis de pouvoir être scolarisée dès 3 ans à temps complet, avec tout l'étayage médico-social d'éducateurs spécialisés, d'une psychomotricienne, d'une psychologue aussi. Et voilà, et donc elle a pu être en inclusion scolaire dès le départ. Et dans un cadre hyper rassurant pour nous, parce que c'est vrai que déposer un enfant de 3 ans à l'école qui ne parle pas, qui a un retard quand même considérable, au niveau de la communication c'est difficile, puis c'est des enfants qu'on a envie de couver parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que nous qui les comprenons en tant que parents, comprendre ce qu'ils veulent, leurs besoins, leur fonctionnement et tout ça, c'est pas évident. Et donc avoir d'entrée de jeu des personnes formées à ça et qui peuvent aussi nous accompagner, sur lesquelles on peut se reposer, ça c'est important. Au niveau des dossiers peut-être, comment ça s'est passé avec la MDPH, etc. Pour accéder justement à cette UEMA? Alors c'est le CRA qui nous a aidés à faire cette demande. Et ce premier dossier MDPH, alors ça a été compliqué. Et c'est à ce jour ce que je trouve le plus compliqué. En fait, finalement, c'est quand même pas l'handicap en lui-même qui est compliqué à gérer, je trouve, au quotidien. C'est tout ce qu'il y a autour, notamment les démarches administratives. Ça, c'est vraiment quelque chose de très lourd pour les familles. Devoir refaire des demandes régulièrement, que ce soit pour les droits scolaires. Bon. Voilà, c'est lourd, c'est compliqué. Et ça a été vraiment le plus difficile. Et puis c'est très long surtout. Entre le moment où on lance une démarche et le moment où on a le retour. Est-ce que vous avez été aidé dans ces démarches-là par peut-être une assistante sociale ou c'est à vous seul qui... On a été aidé pour le premier dossier MDPH par l'assistante sociale du CAMS. Mais ensuite, voilà. Par la suite, les parents se débrouillent. Hein. Pour l'UEMA, donc vous avez dit que c'était une équipe pluridisciplinaire, donc dans une école. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer comment ça se déroulait, une journée type, et si l'accès du coup à ce service-là est payant ou gratuit? Alors ça, c'est un point important, c'est que ça donne droit à une prise en charge totalement gratuite aussi, ce qu'on peut qualifier d'intensive, puisque l'enfant est pris en charge toute la journée. Voilà, avec les coupures des vacances scolaires. Et encore, il continue sur la moitié des vacances scolaires à avoir l'accompagnement thérapeutique. Et c'est totalement gratuit. Et ça, c'est une réelle chance pour les familles. Parce qu'il faut savoir que sans ça, on aurait dû se tourner vers une prise en charge en libéral, au vu des places et des listes d'attente qui sont trop longues dans les centres médico-sociaux. Et ça nous aurait coûté de l'argent, une somme vraiment considérable, parce que la MDPH ne rembourse pas tout malheureusement. Et qu'il faut aussi pallier au fait que quand on a un enfant qui est peu scolarisé, avec un balai de rendez-vous extérieur, on ne peut plus travailler. On est obligé soit de baisser son temps de travail, soit de cesser complètement son activité. Et donc c'est vrai que l'UEMA, pour ça, c'est vraiment une bonne chance. Et au niveau peut-être de l'épanouissement de Lola, comment vous l'avez trouvée dans cet accompagnement? Si elle s'est fait des amis, ce qui est important aussi pour les enfants. Alors des amis, pas dans un premier temps. C'est vrai que ça a été vraiment le travail de tout ce cycle UMA, donc des 3 ans complets, sur les interactions sociales, mais ça lui a apporté énormément. Déjà, ça a pu travailler en douceur la séparation avec moi, qui était compliquée, puisque Lola, ça a été une enfant qui n'a pas été en collectivité avant l'école. On avait fait un essai à la crèche
Mais très vite, on l'a remercié, justement parce qu'ils n'étaient pas formés pour l'accueillir. Donc voilà, à l'école, ça a été long, un long chemin, mais elle a fini, oui, par tisser des liens avec d'autres enfants. D'accord, c'est super. Et donc maintenant elle a 6 ans. Je me doute que l'UEMA est fini. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler peut-être de cette transition, de l'orientation? Oui. Donc maintenant elle a intégré un CP Ulysse où elle est super bien. Par chance c'est dans la même école que celle où se trouvait l'UEMA. Donc ça elle n'a perdu aucun repère et c'est génial. Et puis ça a permis aussi aux éducateurs de l'UEMA de faire la transition avec elle dès sa dernière année d'UEMA, donc ça c'est top. Et c'est une petite fille qui suit super bien l'école, donc elle est en inclusion sur la moitié du temps, et tous les après-midi, elle est dans sa classe Ulysse. Elle a aussi des intervenants du CESAD qui viennent. Et voilà, c'est super, et scolairement, elle a même pas de retard, magiquement. C'est génial. Donc là aussi, ça montre bien la diversité du TSA, dans le sens où certains enfants vont avoir des capacités intellectuelles dans la moyenne de leur âge. Donc comme ici Lola, qui va pouvoir suivre sans trop de difficultés les apprentissages scolaires. Donc ça va leur permettre aussi de suivre potentiellement un cursus ordinaire avec des adaptations. D'autres enfants ont davantage de difficultés, ce qui nécessitera une orientation potentielle sur un IME pour pouvoir leur proposer un accompagnement idéal. Tout ça montre bien la différence entre les symptômes TSA liés plutôt au centre d'intérêt restreint, aux particularités et aussi aux troubles de la communication des interactions sociales et les capacités intellectuelles. Donc c'est pas parce qu'un enfant ne parle pas qu'il n'a pas un raisonnement logique performant et qu'il n'est pas capable de résoudre par exemple des problèmes logico-mathématiques, etc. Là, on voit bien qu'avec les outils adaptés pour communiquer, des séquençages aussi pour pouvoir mieux expliquer les consignes, Lola a réussi à prendre sa place d'élève et à pouvoir proposer et montrer aussi ses capacités et donc suivre progressivement un cursus ordinaire. D'autres enfants vont être davantage en difficulté malgré les aménagements, mais ça n'empêchera pas qu'ils vont faire des progrès à leur échelle, à leur rythme. C'est aussi l'importance de cet accompagnement, de considérer chaque enfant dans son individualité et prendre le temps de rentrer en contact avec lui et de l'orienter au mieux pour qu'il soit épanoui. On ne cherche pas ici une performance. L'ordinaire n'est pas non plus un objectif, mais il faut vraiment penser à l'enfant et le milieu dans lequel il sera épanoui. Un enfant orienté en IME peut être totalement épanoui et faire d'immenses progrès également à son échelle. Maintenant, Clémentine, j'aimerais bien parler de votre position de maman et aussi justement de ces interactions, le langage émergent de Lola, comment elle se place à la maison avec vous et avec sa fratrie aussi. Lola a commencé à parler vraiment à 4 ans. Donc ça a été un bonheur pour nous parce qu'on l'espérait, mais c'est vrai que c'est arrivé d'un coup au moment où on se disait, avec les méthodes de langage augmentatif, tout ça qui était mis en place, on se disait peut-être qu'elle restera non-verbale et tout ça. Et c'est à ce moment-là que le langage était paru. Donc ça a été vraiment un grand bonheur pour nous. Dans la fratrie, c'est la petite dernière, donc voilà, avec tout ce que ça implique. C'est une enfant chouchou, que ce soit la petite protégée de toute la famille. Donc nous avons parlé du retard de langage et des difficultés de Lola pour communiquer. Est-ce que vous pouvez nous parler également de ses centres d'intérêt, si elle en a? Oui, alors les centres d'intérêt spécifiques, ça c'est quelque chose aussi, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui nous a alertés sur les premiers signes de son autisme. C'est-à-dire qu'elle faisait vraiment des intérêts très forts pour certains objets ou certaines activités. Toute petite, elle ne jouait pas comme un enfant neurotypique. Il n'y avait pas de jeu symbolique, elle ne jouait pas la poupée, elle ne jouait pas la dinette, elle ne cherchait pas à refaire ni sa grande sœur ni sa maman. Par contre, elle pouvait aligner des petits objets pendant des heures, faire des piles. Elle les regardait aussi à la lumière, elle pouvait prendre des cubes au lieu de les empiler les uns sur les autres, elle les regardait sous toutes les coutures. Voilà.
Et en grandissant, c'est vrai qu'elle a gardé ce truc d'intérêt spécifique. Mais maintenant, ça va plutôt être sur certains sujets. Voilà, maintenant c'est une grande fille. Donc elle nous en fait régulièrement et ça varie. Voilà, ça va être très fort pendant un temps. Et puis ensuite, ça va switcher sur un autre sujet. Et puis ça peut revenir. Enfin voilà, ça fluctue. Elle nous a fait l'Égypte antique. Voilà, ça a été un intérêt spécifique qui a duré assez longtemps. Mais vraiment, ce qui est drôle, c'est qu'elle réussissait à emmagasiner des connaissances assez impressionnantes sur le sujet. Elle connaissait le nom de tous les pharaons, toutes les étapes de momification. Elle regardait des reportages à la télévision, mais vraiment, c'était pas des dessins animés, hein. Elle voulait vraiment des vraies informations sur le sujet. Donc elle regardait des trucs qui faisaient peur, avec des momies, et elle adorait ça. C'est super. Et comme ça, vous aussi, vous apprenez plein de choses. C'est ça. Donc aussi, on a parlé des possibles troubles du comportement qui pouvaient être liés au TSA. Est-ce que vous souhaitez un peu plus en parler? Les troubles du comportement, alors c'est vrai qu'on les a vus quand même grandement diminuer avec l'apparition du langage. Ça a joué, hein. À partir du moment où elle a su mieux communiquer, elle a eu moins de troubles du comportement et elle a fait moins de colère, moins de crise. Mais c'est toujours quelque chose qui est difficile à gérer. Et même si on a des méthodes, les professionnels nous aident à mettre en place des stratégies et des méthodes, ça reste compliqué. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner pour les parents qui peuvent être face à leur enfant qui justement peut se jeter au sol ou peut être agressif? Souvent c'est envers les autres, mais ça peut être aussi régulièrement envers l'enfant lui-même, ce qui en tant que parent doit être difficile aussi à vivre. Est-ce que dans ces cas-là, est-ce que vous avez des petits conseils? Comment vous faites avec Lola? Il n'y a pas vraiment de recette miracle, malheureusement. Je pense que s'il en existait une, on irait tous l'acheter à la FNAC. Les guides ultimes pour parents d'enfants autistes, non, je pense que c'est de la patience. De la patience, et puis se dire qu'ils expriment un mal-être et que bien souvent, derrière un nouveau comportement problème, il y a une explication. Ça peut être une douleur, ça peut être plein de choses, un changement, mais ils ont quand même leur logique et un mode de fonctionnement qui est cohérent. Absolument. Et c'est à nous d'apprendre à le déchiffrer, et ça prend du temps. Et après, je pense qu'il est aussi important de savoir qu'en tant que parent, vous êtes les experts de vos enfants, vous les connaissez mieux que n'importe quel professionnel. Même si des fois on peut retrouver des conseils, comme vous avez dit, il n'y a pas de recette miracle. Ça ne marche pas avec tous les enfants. Et vous êtes là, vous les comprenez au mieux quand même si des fois il y a des moments plus difficiles. Donc il faut savoir aussi s'écouter en tant que parent. Et si vous pensez que ça c'est le mieux pour votre enfant, tant que ça ne le met pas en danger bien sûr, je pense qu'il faut savoir lâcher prise sur certains a priori qu'on peut avoir dans l'éducation, dans la parentalité, pour pouvoir être épanoui. Et c'est important. Et c'est vrai que ça, c'est important aussi. Il faut aussi s'écouter en tant que parent, parce que c'est vrai que le quotidien avec un enfant TSA, ça implique énormément de routines, énormément de règles. On est un peu noyé par beaucoup de conseils et d'informations des professionnels. Et il faut que ça reste supportable et que ça colle aussi avec notre mode de vie familial, parce que c'est vrai, quand il y a une fratrie, je vois par exemple, ne serait-ce que l'exemple des routines, on est obligé de s'en décoller de temps en temps. On ne peut pas vivre une vie toujours calquée comme du papier à musique. Il y a des imprévus, il y a des vacances, il y a d'autres enfants, des choses qui se passent, et il faut aussi garder une certaine souplesse et se dire que on est aussi que des parents, on n'est pas
des professionnels pour nos enfants, quoi. Et puis personne n'est parfait, il faut aussi le savoir. Et puis pareil, quand il y a des moments plus difficiles, des crises, il faut aussi savoir, je pense, se déculpabiliser. Parce que voilà, il y a des choses que vous ne pourrez pas gérer. Malheureusement, on aimerait bien tout contrôler, faire au mieux pour notre enfant. Mais voilà, il faut savoir se dire qu'il y a des choses qu'on ne contrôlera pas. Et il faut savoir faire avec aussi. Oui, mais je pense que c'est aussi une grande part du travail de résilience des parents, c'est de se détacher de tout ce qu'on ne peut pas contrôler, comme par exemple le regard des gens face au handicap. Et ça, c'est vrai que je connais pas mal de parents qui s'interdisent certaines sorties ou qui s'interdisent certains lieux par peur justement du regard. Et ça, c'est quelque chose malheureusement qu'on ne peut pas contrôler. Et on ne peut pas prendre entre quatre yeux chaque personne à l'extérieur qui va avoir un regard ou une réflexion déplacée sur notre enfant pour lui expliquer l'autisme. Déjà, c'est pas notre rôle, et puis on n'a pas le temps. Donc voilà, mais enfin, je dis ça, c'est vrai que c'est ce qu'on se dit tous, mais c'est difficile de faire la part des choses. Le jugement des autres, c'est quelque chose qui, même si on apprend à s'en défaire un peu, qui pique toujours, en fait. Comme l'autisme, c'est un handicap invisible, c'est vrai que du coup, quand il y a une crise à l'extérieur, quand il y a un comportement qui soulève des questionnements à l'extérieur, forcément, c'est un flot de jugement. Et pour peut-être les vacances, les sorties, vous l'amenez partout, elle participe? On l'a toujours amené partout. Ça n'a pas toujours été facile, mais on l'a toujours amené partout. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler un peu des petits conseils au quotidien pour faciliter la vie à la maison ou peut-être aussi lors des sorties à l'extérieur? Anticiper. Je pense qu'avec un enfant TSA, c'est un peu la règle d'or, c'est d'anticiper tous les changements et la nouveauté. Voilà. Donc préparer l'enfant. Moi, je me souviens quand elle était plus petite, on demandait des photos. Par exemple, si elle devait voir un nouveau praticien ou des photos d'endroits, des photos de l'intérieur du cabinet médical, on devait me prendre pour une folle des fois parce que j'appelais le dentiste en disant: est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo de vous? Est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo du cabinet, une photo des outils? Mais c'est important, je pense, pour que l'enfant puisse se projeter. Parce que c'est vrai qu'avec un enfant non-verbal, on se rend pas forcément compte. Mais si on ne lui explique pas avec des supports adaptés, il fait que subir ses journées. On monte dans la voiture, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va à l'école? Est-ce qu'on va au parc? Est-ce qu'on va voir mamie? Et puis d'un coup, on débarque dans un nouvel endroit, chez un dentiste qui va nous faire des misères. Enfin, vous voyez, donc toujours anticiper, je pense que c'est important. En tant que maman, est-ce que peut-être vous vous êtes orientée vers des associations ou alors avez commencé des projets? Parce qu'on vous voit bien impliquée dans tout le parcours de Lola, ce qui est génial. Oui, très vite. Moi, j'ai eu besoin, en fait, d'entrer, de trouver des familles qui vivaient la même chose avec des enfants TSA. J'ai eu besoin de discuter avec ces mamans qui avaient des enfants qui ressemblaient à la mienne. Et d'entrer, ça a été vraiment un besoin d'entrer. Justement pour ne pas se sentir seul, pour ne pas se sentir exclu, parce qu'on a l'impression aussi quand on a un enfant différent, quand on découvre le handicap, tout ça, que personne ne nous comprend. C'est vrai que d'un coup, on sent le décalage avec l'entourage, qui ont des enfants neurotypiques qui se développent parfaitement dans la norme, et nous. Et c'est vrai que j'avais besoin de pouvoir échanger avec des mamans qui vivaient les mêmes émotions que moi. J'ai pu trouver ça aussi à l'UMA avec les autres parents, puisque comme on n'est que 7 familles sur le dispositif, ça crée une proximité avec des enfants du même âge. Et là, très récemment, avec cette nouvelle étape de l'Ulysse, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu plus officiel avec les mamans des enfants qui sont scolarisés aussi sur le dispositif. Et on a créé notre association de soutien aux familles et puis de soutien aux enfants et aussi à l'établissement scolaire. Parce que ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte
avec l'Ulysse, c'est du décalage aussi de moyens déployés entre les structures comme l'UMA, l'UEA et puis l'Ulysse, qui n'est géré uniquement que par l'éducation nationale. Et finalement des élèves qui sont plus nombreux, avec moins d'aide humaine et moins de matériel adapté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des projets du coup de cette association ? Oui, alors en premier projet, on a celui de pouvoir offrir à cette école une salle sensorielle. Super. Voilà, donc très gentiment, l'établissement nous met à disposition une salle. Et voilà, donc nous allons essayer de créer des événements un peu pour récolter des fonds et pour pouvoir offrir un espace aux enfants de décompression et aussi de partage, et pas que aux enfants différents de l'école, mais aussi pour les enfants ordinaires, même si j'aime pas ce mot, les enfants neurotypiques, aussi un lieu de partage, d'inclusion. Voilà. C'est super, ça va dans les deux sens. Voilà. Donc je vais inviter aussi tous les parents et les personnes qui peuvent se poser des questions sur leur enfant, sur son développement, de directement se tourner vers les professionnels de santé ainsi que les associations de parents qui peuvent vraiment donner des outils au quotidien et partager des petites recommandations également. Je ne sais pas, Clémentine, si vous avez un dernier message peut-être à faire passer aux parents. De prendre le temps, je pense. De prendre le temps d'accueillir la différence. C'est quand même toujours... c'est une onde de choc quand même qu'on reçoit en tant que parent quand le handicap s'invite. Et surtout se dire que ça va aller avec le temps, que les enfants grandissent, qu'ils progressent et qu'on découvre aussi. C'est vrai qu'on se retrouve malgré nous propulsés dans un monde bien différent qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas choisi, mais qui est aussi qui a aussi son lot de beauté, de belles rencontres et voilà. Et avec le recul, j'ai tellement pleuré que je me rends compte aujourd'hui que y a tellement de choses qu'elle m'a apportées par sa différence et je pense qu'elle a fait de moi une meilleure maman et une meilleure personne tout court. Merci beaucoup Clémentine pour ce témoignage et je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite dans vos projets, le meilleur pour Lola et dans son parcours scolaire, une grande force qu'elle a, ça j'en doute pas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller suivre le compte de l'association de Clémentine, donc les petits héros des Tamaris, qui est présente sur Facebook peut-être ? Facebook et Instagram. Super, donc allez, un petit follow. Et merci d'avoir soutenu ce projet en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre le compte des Neurovisibles sur Instagram et sur YouTube également. Mettre un petit like à cette vidéo. Et vous pouvez poser toutes vos questions ou partager vos expériences dans l'espace commentaires. Merci et à bientôt. Merci.